Donc aujourd'hui, on parle des réseaux de diffraction. Donc les réseaux, ça va être un outil qui va être particulièrement utile pour venir séparer une lumière incidente en ses différentes composantes. Donc on va avoir jaune, vert, bleu, rouge, violet. Donc on va voir un petit peu comment est-ce que on peut arriver à cet effet-là en bout de ligne. Mais pour arriver à parler de nos réseaux de diffraction, il va falloir qu'on commence par une petite mise en contexte sur les fentes multiples. Vous vous rappellerez que dans l'expérience des fentes de Young, on avait nos deux fentes qui étaient près l'une de l'autre. On va faire ça un petit peu plus petit. Tiens. Donc on avait deux fentes proches l'une de l'autre à une distance qu'on notait D. Et comme on regardait un écran qui était situé loin de notre source, on disait « Ah, j'ai une onde qui s'en va dans cette direction-là, une onde qui s'en va dans la même... » Les deux sont parallèles pour aboutir au même point. La différence de parcours entre nos deux rayons parallèles était donnée par delta, ici, et on aboutissait à la fin avec deux ondes qui allaient terminer. On va faire une espèce de petite coupure d'axe ici, si vous voulez. Là. On regarde maintenant la position sur l'écran. Et au même point, on allait avoir les deux ondes qui allaient aboutir et qui allaient avoir chacun une certaine amplitude. Et c'est une oscillation qu'on aurait ici. Donc, évidemment, ça voyage sous forme d'onde, mais nous, ce qui nous intéresse ici, c'est la valeur que ça va prendre lorsque ça arrive à la source, lorsque ça arrive à l'écran. Et ça, ce serait donné par l'amplitude de l'onde fois sinus de oméga t. Et on peut choisir que notre première onde était oméga t et la deuxième aurait eu un déphasage par rapport à la première. Donc, on aurait eu sinus de oméga t plus delta phi. Comme une différence de phase qui était introduite ici. Et on avait trouvé que si on additionnait ces deux ondes-là ensemble, on pouvait utiliser des identités trigonométriques pour découvrir que l'amplitude de l'onde résultante allait nous décrire une oscillation en sinus. On trouvait que l'onde résultante allait avoir une forme qui ressemblait à 2A fois cosinus de delta phi sur 2 fois sinus de delta phi sur 2. Non, excusez, sinus de oméga t plus delta phi sur 2. Donc, on trouvait une nouvelle onde de même fréquence, avec un léger déphasage par rapport à celle de départ, et une amplitude qui dépendait de la différence de phase. Et ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait ultimement trouvé que sur notre écran, donc on trace notre écran ici, on allait avoir une série de franges claires avec des franges brillantes entre chaque frange claire. Qui était comme ça répartie uniformément sur notre écran. Ça, c'était la situation pour deux fentes. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'est-ce qui arrive si j'ajoute des franges à cette situation-là. Ici, commençons par regarder le cas où on ajoute une fente, et on va toujours regarder lorsqu'on ajoute des franges à la même distance. On ne s'intéressera pas, dans le cadre du cours, à une situation de fente multiple où les fentes ne sont pas équidistantes. C'est un problème compliqué, mais qui a très peu d'applications. Donc ici, si je rajoute une fente supplémentaire, j'aurai évidemment un autre rayon parallèle au premier.
Et la conséquence, c'est que ici, au départ, j'avais A fois sin de oméga t plus A fois sin de oméga t plus delta phi. Bien, ici, je voudrais refaire le calcul, mais cette fois-ci en ajoutant une nouvelle onde encore, qui serait sinus de oméga t plus un nouveau déphasage. Mais ce déphasage-là, ici, j'ai la même forme de figure. J'ai encore des rayons parallèles. Je pourrais retracer le même rayon ici. Je retrouverais le même delta. Et comme j'ai le même delta ici, je retrouverai encore la même différence de phase. Simplement ici, la différence de phase par rapport à mon point de référence, qui est ma première onde ici, ce serait 2 fois celui que j'avais trouvé entre ma première et ma deuxième fente. Donc ici, mon onde qui arriverait ici, mon oscillation qui arriverait à ce point-ci, ce serait oméga t plus 2 fois la différence de phase. Donc là, on a notre formule générale. Le problème auquel on va se heurter à ce point-ci, c'est que là, on avait utilisé des identités trigonométriques pour arriver à ce résultat-ci en partant de 2 équations. À partir du moment où on arrive avec 3 ondes qu'on veut superposer ici, le calcul devient beaucoup plus complexe. Normalement, on ferait appel pour ça au vecteur de Fresnel, mais on ne verra pas dans le cadre du cours. Les vecteurs de Fresnel, ça dépasse ce qu'on a besoin de couvrir ensemble. Cependant, on peut quand même se donner une idée de ce qui se passe à certains angles particuliers. On avait vu, lorsque j'étais à un maximum ici, on était à un maximum pour quelle raison? On était à un maximum parce que mon déphasage, ici, était égal à un multiple m de 2π. Donc, tous ces points-ci correspondaient à des multiples de 2π et j'avais m égale 1, m égale 2, m égale 0, m égale moins 1, m égale moins 2. Si je m'intéresse à un de ces points-là, c'était des points où les 2 ondes étaient en phase parce qu'il y avait une différence de phase entre la première et la deuxième qui était exactement 2π. Donc, si j'ai une différence de phase de 2π entre celle-là et celle-là, ça voulait dire que mes 2 ondes arrivaient enfin en phase. J'aurais ici mon axe horizontal. Et à un point donné, lorsque je suis à un maximum sur une onde, je suis à un maximum sur l'autre. Et lorsque je suis à un minimum sur une onde, je suis à un minimum sur l'autre. Donc, ça faisait en sorte que mes 2 ondes étaient parfaitement en phase. J'avais l'amplitude maximale de l'onde résultante et j'étais en interférence constructive. Lorsque je m'intéresse encore au même angle, dans la situation où j'ai 3 fentes, bien, ma première onde est en phase avec ma deuxième et est en phase avec ma troisième. De la même façon, si j'ajoutais encore une fente, bien, ça veut dire que j'ajouterais un rayon supplémentaire, une onde de plus qui se rend parallèlement. Et encore une fois, j'ai la même différence de phase. Et encore une fois, toutes mes ondes arrivent en phase à destination. Donc, ça ici, là, mes maximums d'interférence vont rester des maximums, peu importe le nombre de fentes que j'ai. Donc, est-ce que ça veut dire que la situation est parfaitement identique puis que un réseau avec M fentes, c'est la même chose qu'un réseau avec seulement 2 fentes? Malheureusement, ce ne sera pas aussi simple que ça. Parce qu'on peut s'intéresser à la situation où j'ai 3... on coupe ça. On va donc avoir que à delta phi égale m fois 2π, maximum d'intensité, peu importe n. Maintenant, regardons qu'est-ce qui arrive à la situation où j'étais initialement dans une interférence destructive ici. Interférence destructive. Ça arrivait à quel moment? Ça arrivait au moment où j'avais une différence de phase qui était égale à pi.
Donc, si jamais mes deux sources avaient une différence de phase entre eux de pi, je me retrouvais avec une interférence qui allait être destructive. Si je me refais un dessin, donc j'ai mes deux fentes ici. Je ne m'intéresse pas au même angle ici, je vais m'intéresser à un angle différent. En fait, je vais regarder quelque part par là, disons. Et il se trouve qu'à cet angle-là, j'ai une différence de marche qui correspond à exactement une demi-longueur d'onde. Donc, j'ai une différence de phase qui est égale à pi ou un demi-cycle. Ma différence de marche ici est égale à lambda sur 2. Mais si ma première fente est en interférence destructive avec la deuxième, je vais me retrouver dans une situation particulière lorsque j'ajoute une troisième fente parce que tout à coup, ce qui était mon interférence destructive ici va faire en sorte que cette fente-ci avec cette fente-ci vont parfaitement s'annuler. Donc ici, cette onde-ci serait en interférence destructive avec celle-ci, mais il me resterait encore cette onde-là qui n'a pas été affectée. Et donc, je vais avoir à la situation où j'avais initialement un minimum lorsque j'avais deux fentes, je me retrouve ici à avoir une partie de la lumière. Je n'aurai pas un point aussi lumineux que ma frange centrale. Ma frange centrale, c'est lorsque mes trois franges étaient en interférence constructive les unes avec les autres, mais je vais quand même avoir un maximum ici qui va être un maximum secondaire. Donc, si je regarde ce que ça me donne en termes de figure, là, on va tracer ça. Ici, je vais me simplifier un petit peu la vie. Je vais regarder le déphasage sur mon axe horizontal plutôt que de regarder la position en Y ou l'angle. Ça me donne simplement une situation qui est un peu plus normalisée. Donc, pour n'importe quel problème, je vais avoir les mêmes valeurs. Sur mon axe vertical, je vais mettre mon intensité. Et là, on va noter pour n égale 2, donc pour deux fentes, donc pour deux fentes ici, j'aurais eu un maximum à 2π, un maximum à 0, un maximum à moins 2π. Évidemment, 4π, moins 4π, ainsi de suite. J'aurais eu un minimum à pi et à moins pi. Évidemment, les moins, ça correspond à en dessous de l'axe, les plus au-dessus de mon axe. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si jamais je regarde ma situation où j'ai trois fentes? Donc, regardons ça. À n égale 3 fentes. À n égale 3 fentes, je vais avoir au centre une intensité qui va être plus grande. Si je suis à 0 ou à 2π, c'est la situation où mes trois ondes sont en phase. Mais ici, j'ai 3 fentes, alors qu'au départ, j'en avais seulement 2. Donc, je devrais avoir plus d'intensité parce que je superpose la lumière qui provient de chacune des sources identiques. Donc ici, je devrais avoir une intensité encore plus grande. Et à pi, je vais avoir, comme on disait, un maximum secondaire. Et là, c'est la partie où on n'a pas le calcul pour nous définir qu'est-ce qui se passe de plus, mais je sais au moins que je vais avoir ça. Et la figure, vous pourriez confirmer expérimentalement, vous pourriez confirmer en faisant les calculs, en le calculant à l'ordinateur peut-être, mais on va arriver avec une figure qui ressemble à ça. Ici, voilà, et voilà. Et j'aurai la même chose de l'autre côté. Donc j'ai des maximums qui vont être plus hauts avec un minimum secondaire qui vient d'être créé. Et regardons maintenant qu'est-ce qui arrive si j'ajoute encore
une fente, bien, si j'ajoute encore une fente ici, j'ajoute un rayon, mais je me retrouve dans une situation encore particulière parce que j'avais ma première fente qui était en interférence destructive avec la deuxième, mais cette fois-ci, ma troisième fente va être en interférence destructive avec la troisième. Ma quatrième va être en interférence destructive avec la troisième, ce qui fait en sorte que je vais retrouver le 0 que j'étais censé avoir. Donc ici, dans ma figure, ça veut dire que je retombe à 0 à cet endroit-ci. Et encore une fois, je vais avoir encore plus d'intensité au centre parce que si jamais je suis dans une situation où je suis en interférence constructive, donc à mon angle qui me donnait par exemple une différence de phase de 2π entre chacun de mes rayons, bien, toutes mes sources étaient en phase et cette fois-ci, j'ai 4 sources plutôt que 3. Donc je vais avoir un pic central encore plus prononcé. Et cette fois-ci, je sais qu'on commence à avoir beaucoup d'informations, mais je vais avoir 2 pics secondaires qui vont se former. Et on continue. Un pic, 2 pics, et ça remonte. Et j'aurai la même chose de l'autre côté. Donc ici, on va avoir notre tracé pour n égale 4. Ici, j'aurai une figure un petit peu plus claire que je pourrais vous montrer. Donc ici, on a un exemple tracé par ordinateur de ma situation où j'ai 0. Ça a été formulé de façon légèrement différente. Ici, on l'a mis en fonction de l'angle, mais la figure serait identique si on l'avait en fonction de phi. C'est simplement l'échelle horizontale et les valeurs qui vont changer. Ici, on aurait notre 2π moins 2π. Et on voit que pour deux fentes, j'ai une oscillation comme ça qui me donne simplement ma forme d'un cosinus carré ici pour mon intensité. Pour 3 fentes, j'ai mon minimum secondaire qui vient se former ici. Et pour 4 fentes, je vais avoir mon maximum secondaire ici qui va se former. Et pour mes 4 fentes, je vais avoir mes 2 maximums secondaires qui vont venir se former. Et on va trouver qu'en général, notre grande règle, pour un réseau à n fentes, on va avoir n-2 maximum secondaire. Donc si par exemple j'ai mon réseau avec n égale 2, donc mes fentes de Young, j'avais 0 fente secondaire, on va noter ça Fs, tiens, 0, maximum secondaire, donc Ms. Si j'avais n égale 3, donc une fente supplémentaire, c'est la situation où j'avais un maximum secondaire, et pour chaque fente supplémentaire qu'on va ajouter, ici 2 maximum secondaire. Maintenant, j'aimerais qu'on se concentre un petit peu sur qu'est-ce qui arrive avec mes maximums ici. Donc, pourquoi et comment est-ce que mon intensité de mes pics principaux varie. Et pour ça, j'ai besoin qu'on revienne à notre figure ici. Lorsque ici, je suis dans ma situation vraiment à mes pics principaux. Donc, c'est la situation où toutes mes ondes sont exactement en phase. Donc, si j'ai plusieurs ondes en phase, à nos déphasages égale à m fois 2π, qu'est-ce qu'on observe? J'ai n sources qui fournissent chacun une amplitude à 0. Donc, l'amplitude de l'onde totale qui arrive ici, lorsqu'ils sont tous en phase, c'est la situation très très simple où j'ai mon sin de oméga t plus 2π, qui est exactement la même chose que mon onde de départ. Donc, j'ai 2 fois l'amplitude fois sinus. Ensuite, 3 fois l'amplitude fois sinus, 4 fois l'amplitude fois sinus, ainsi de suite. On peut simplement
le calculer comme ça. Et je vais avoir mon amplitude totale qui va être égale à n fois l'amplitude initiale. Et là, je vous ramène un petit peu dans le temps à une propriété qu'on avait vue. L'intensité, que ce soit lumineuse ou sonore, était proportionnelle à l'amplitude au carré. Donc ici, je vais dire que c'est égal à une constante fois l'amplitude au carré. Si j'ai ça ici, ça veut dire que mon intensité, et ici, on s'intéresse de toute façon à l'intensité moyenne. L'intensité moyenne pour un point donné, donc ce n'est pas la moyenne en termes de l'espace, mais la moyenne dans le temps d'oscillation à ce point-ci. Cette intensité-là devrait être égale à C fois, donc ma constante, fois l'amplitude totale au carré. Mon intensité va être égale donc à C fois N fois l'amplitude qui est donnée par une des ondes, l'amplitude donnée par une de mes sources au carré. Et ça va être égal à C. On va l'isoler différemment tout de suite. Tiens, ça va me donner N au carré fois C fois A initiale au carré. Et ça ici, il se trouve que c'est l'intensité qui est donnée à ce point-ci par la diffraction d'une seule des sources. Donc si je regardais seulement une source, le patron de diffraction que j'avais au départ, là, on est dans la situation ici où j'ai des fentes minces, donc qui devrait être uniforme, j'aurais à cet endroit-ci une intensité qui serait I0. Et mon intensité pour n sources va être donnée par n au carré fois l'intensité d'une des sources à cet endroit-là. Donc, on revient ici. Ça veut dire que dans ma figure, ici, je l'ai tracé de façon... mon dessin n'est définitivement pas à l'échelle parce que à mesure que mon n augmente, la hauteur atteinte par mon pic central devrait devenir de plus en plus haute. Et ça ne devrait même pas être linéaire. Donc, si je passe de n égale 2 à n égale 3 ou de n égale 2 à n égale 4, je ne devrais pas avoir doublé la hauteur de mon pic, je devrais l'avoir quadruplé. De telle sorte que si jamais mon intensité pour n égale 2, je devrais avoir 4 fois l'intensité d'une seule source. Pour n égale 4, je devrais avoir, ici on devrait avoir égal. Pour n égale 4, je devrais avoir 16 fois l'intensité d'une seule source. Et si j'avais un grand nombre, donc par exemple pour 10 sources, 10 fentes, je devrais me retrouver avec pratiquement 100 fois l'intensité d'une seule source. Et ici, il y a une petite question qui devrait vous passer par la tête. Comment est-ce que je fais pour avoir 100 fois l'intensité d'une seule source si j'ai seulement 10 sources? Et la réponse à ça vient de la façon dont la répartition va se faire. Parce que n'oubliez pas, l'intensité, c'était quoi? L'intensité, c'était la puissance divisée par une surface. Donc, c'est un nombre de, par exemple, watts par mètre carré. Ou encore, ça pouvait être, on pourrait dire, c'est l'énergie par intervalle de temps par unité d'air. Donc, si chacune de mes sources me fournit une certaine quantité d'énergie par seconde, bien, il faut que la quantité d'énergie par seconde qui arrive sur mon écran, ce soit la même chose. Ou au minimum, ça ne peut pas être plus que ce qui est donné au départ. Donc, comment est-ce que j'arrive à avoir un pic central qui est 100 fois l'intensité que j'aurais eu pour une seule source? Bien, l'idée, c'est que quand je vais augmenter mon nombre de fentes, ce que je suis en train de faire, c'est que je tire de l'énergie ou de la puissance ou de l'intensité de certains points sur mon patron d'interférence pour l'envoyer à d'autres endroits. Donc, la façon dont j'arrive à avoir une intensité ici qui est 100 fois supérieure à celle qui aurait été donnée par une seule source,
c'est parce que mon pic, à mesure que j'augmente mon nombre n, mon pic ici devient de plus en plus étroit. Donc, on va regarder là, par exemple, si je regarde pour ma figure en vert, mon épaisseur ici va devenir de plus en plus petite à mesure que n augmente, jusqu'à la limite où si j'ai un n très grand, donc pour un n très grand, on observerait comme ça pratiquement uniquement des pics verticaux comme ça, qui seraient aux endroits où mon déphasage est égal à 2π, 4π, ainsi de suite. Il existe encore des minimums secondaires, mais ici, ils deviendraient très, très, très petits en termes d'intensité. Et ça me permet de concentrer toute la puissance ou toute l'intensité lumineuse uniquement à ces endroits-là. Donc, lorsque j'ai un n très grand, à mesure que n augmente et que n tend vers pratiquement l'infini, c'est ça qu'on va appeler un réseau. Réseau d'interférence, réseau de diffraction. Et ici, la propriété qu'a mon réseau, c'est que ça me donne des pics qui vont être très, très, très étroits. Et le fait d'avoir des pics très étroits comme ça, ça va nous permettre de, comme on disait au début de la vidéo, de séparer nos différentes couleurs. Comment est-ce que ça fonctionne? C'est tout simplement parce que, je vous rappelle, au début, notre différence de phase, ici, ou on pourrait se l'écrire en bas, ouais. Donc, notre différence de phase était donnée par quoi? On avait une formule qui nous disait, lorsqu'on faisait tous nos calculs avec la géométrie du problème et tout, on disait que c'était égal à D. On disait que c'était égal à 2π fois D, la distance entre nos fentes, fois sinus de l'angle, divisé par la longueur d'onde. Donc, je suis dans une situation où je vais avoir mes pics ici vont se produire à différents angles pour différentes longueurs d'onde. Et on savait exactement à quel endroit ces pics-là allaient se produire parce qu'on disait que notre déphasage devait être égal à m fois 2π. Et on retombait sur notre bonne vieille relation m lambda doit être égal à d fois sinus de l'angle. Pourquoi est-ce qu'on choisit d'utiliser des réseaux comme ça plutôt que des prismes? Les prismes peuvent être utilisés à l'occasion, mais lorsqu'on a des applications plus pointues, on va souvent vouloir utiliser des réseaux de diffraction à la place parce qu'on va pouvoir profiter du fait qu'on a beaucoup moins de pertes d'énergie. Souvent, ça va être beaucoup plus efficace, alors que notre verre absorbe toujours une partie de la lumière puis qu'on a des réflexions internes et tout. On va avoir beaucoup moins de ça lorsqu'on utilise un réseau et on peut réussir à aller chercher une résolution très très bonne en termes de largeur de pic, avoir des pics très 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 étroits. Donc, ce qui nous aide beaucoup lorsqu'on veut séparer des couleurs entre elles. Une dernière petite chose. On avait discuté ici du fait que mon pic, à mesure que n va augmenter, va devenir de plus en plus étroit et du fait qu'il va devenir de plus en plus élevé et de la présence de mes maximums secondaires. Maintenant, juste question d'avoir une idée d'où se trouvent les positions de ces choses-là. Il va être utile de se rappeler que la position des maxima principaux, ça va être, comme on le savait déjà, à toutes les fois où mon déphasage est égal à m fois 2π. Ça ne change pas. On va également avoir une formule pour les minima. Nos minima, pour leur part, vont être répartis uniformément. Donc, si on regarde notre figure, là, on va les avoir répartis uniformément dans mon espace entre 0 et 2π.
Et le truc qu'on va avoir, ça va être de dire que je sépare mon espace de 2π en n parties. Et je prends le point P. Donc, si vous voulez avoir le PIM minima, vous avez simplement à diviser par n, où n est le nombre de fentes dans votre réseau, le nombre de sources. Vous multipliez ça par P, ça va vous donner la position de vos minimums. Attention ici, on avait m fois 2π où m pouvait être égal à 0, 1, 2, ainsi de suite. Pour nos minimums, on va avoir P qui peut être égal à 1, 2, 3, ainsi de suite, sauf les situations où la différence de phase serait un maximum. Donc, on a la condition qui peut être écrite comme étant sauf P égale N, 2N, 3N, ainsi de suite. Mais en bref, tout ce que ça veut dire, c'est les positions de mes minima, ce sont ceux-là, à l'exception des cas où P serait choisi de telle sorte que ça me donnerait la position d'un maxima. Donc, si vous regardez dans votre figure, regardons par exemple le parcours en vert, ben, mes minima sont à intervalles réguliers, mais évidemment, si j'arrive, j'ajoute, je me retrouverai normalement avec un minima ici. Je n'ai pas de minima, je sais que c'est un maxima à cet endroit-ci. Donc, je ne vais pas compter cette position-ci comme un minima et ainsi de suite. Cette information-là va être particulièrement utile lorsque vous avez besoin de déterminer la largeur d'un pic. Donc, si par exemple, on vous demande, vous avez n égale tel chiffre et que vous voulez savoir c'est quoi la largeur du pic ici, mais ce que vous avez besoin de faire, c'est simplement de regarder quelle est la position de chaque minima de chaque côté. Et la largeur du pic va simplement être égale à la distance entre vos deux minimums.